Bonjour. Il est 3 heures et nous avons le quorum et nous avons un ordre du jour à examiner et passer à travers. Donc, je dois souhaiter la bienvenue à des nouveaux membres. Je ne sais pas s'ils sont là. Il y a Sani Yaya. Je ne l'ai pas vu, mais Sani, est-ce qu'il est ici? Non, il n'est pas là. OK. De la Faculté des sciences de la santé, c'est un nouveau membre. Il est à l'École interdisciplinaire des sciences de la santé, comme directeur adjoint, je crois. Jean-Daniel Jacob, de la Faculté des sciences de la santé aussi. Il n'est pas ici aujourd'hui non plus. Et Raymond Leblanc, qui est le membre substitut. Bonjour, M. Leblanc. Qui est le membre substitut. Oui, notre représentante à COU, elle n'est pas là, elle n'est pas arrivée. En tout cas, au Conseil des universités de l'Ontario, c'est lui qui est le substitut pour le Conseil. J'en profite pour remercier 2 membres qui ont terminé leur mandat. Gail Ivanov de la Faculté des sciences, qui a été ici pendant plusieurs années, ainsi que Claire-Jeanne Duboulos de la Faculté des sciences de la santé, qui a été aussi membre du Sénat pour plusieurs années et directrice de son unité, etc. Donc, ça va pour les remerciements. Maintenant, on sera au point 3, qui est l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur l'ordre du jour? Oui? J'aurais un point à ajouter, ce serait la présentation de la carte contre la discrimination linguistique par le Centre de bilinguisme de la Fédération étudiante. Pouvez-vous répéter? Il y avait eu une question, une demande face à ça. Il va y avoir une carte qui va être présentée aujourd'hui contre la discrimination linguistique. C'est par la Fédération. C'est pas l'ordre du jour? Non, c'est pas l'ordre du jour, on se demandait si ça peut être ajouté. Ça serait très rapide, très très bref, comme j'ai une initiative étudiante. Puis je pense que comme... Donc, c'est juste un point d'information, en fait, dans la fin, c'est ça? Ça va être... Ou ça peut être considéré un point d'information à la fin, ou... Vous ne demandez pas le vote, vous ne demandez pas de consulter. C'est vous qui allez présenter? Non, ça serait présenté par le Centre de bilinguisme, mais c'est très très rapide. Donc, on peut avoir un point, ça va prendre, quoi, 10 minutes? Même pas. C'est juste vraiment... C'est plus de manière à pouvoir l'amener au Sénat pour avoir plus d'informations. Je ne sais pas si ça serait possible de le faire avant la fin. Ça va être à la fin, nécessairement, mais on a un huis clos, c'est parce qu'il y a un huis clos, ça serait possible de le faire avant. Okay. C'est juste qu'on a normalement mieux été averti auparavant, qu'on a mieux soit les membres du Sénat qui le font. Je vous demandais par contre si ce soit vous qui le fassiez. Juste parce que. Je me sens vraiment pas confortable à le faire. Je peux vous demander d'aller vous regarder ça. C'est juste que normalement, on essaie de ne pas changer les habitudes du Sénat sans avis. S'il y avait au moins une demande d'un avis précédent, ça serait plus simple, on savait de quoi il retourne. Là, c'est qu'on n'a aucune idée. Est-ce qu'on prépare une certaine question comme quoi je pourrais m'informer auprès des étudiants, puis on prépare la présentation ensemble? Mais c'est parce que pour SSR, moi, je suis vraiment pas... OK. Si vous voulez, vous pouvez peut-être sortir 5-10 minutes et vous préparer avec eux autres, puis vous enlevez le livre. Oui. OK. Merci. Bon. Ça va? Mais c'est bien. Si jamais ça arrive à l'avenir, de préférence, avertissez le secrétariat pour qu'on puisse s'organiser en conséquence. Mais je prends toute responsabilité face à ça. OK. On est vraiment désolé. Parfait. Merci. Donc, on est dans l'ordre du jour avec la légère modification d'un point d'information sur le bilinguisme. Ça va? Tout le monde est en faveur de l'adoption. Ça va, j'imagine? Merci. Le procès verbal de la réunion du 7 novembre. Les élections de procès verbal of the last meeting. No question? No comments? En haut de la page 3. That was so easy. OK, Gary, vas-y. Sorry, yes. Je pense que si la phrase est correcte. The Vice President of Governance will further examine the election process and will table the proposal after seeking student senators and the SFUO. Mais la phrase précédente parle du fait que les étudiants gradués doivent être traités différemment. Donc, est-ce que c'est FSUO ou GSAB qui doit être dans cette phrase? Elle suit directement le commentaire sur les étudiants gradués. Elle a laissé dans le cadre de ma réaction. Du suivi. Du suivi. Est-ce que je peux le faire dans le cadre du suivi? Bien, c'est... Parce là, que je l'ai on parle pas fait du procès en verbal. C'est parce que... Qu'est-ce qu'on dit? On prend pour acquis que c'est approuvé en fonction des commentaires qui vont suivre de la vice-rectrice à la gouvernance. Et si jamais ça ne précise pas suffisamment le procès verbal, est-ce que tu pourrais revenir à ce moment-là? On va accepter de réouvrir cette phrase-là du procès verbal.
Merci beaucoup. Maintenant, les questions déclinent de procédure verbal. Il y a le processus d'élection d'étudiants sénateurs. Oui. Alors, suite à la réunion du Sénat du 7 novembre, j'ai consulté les étudiants sénateurs ainsi. Plus fort. Les sénateurs ont de la difficulté à vous entendre. Suite à la réunion du Sénat du 7 novembre dernier, j'ai consulté par courriel les étudiants sénateurs ainsi que la Fédération. Et puis, j'ai reçu un certain nombre de courriels. J'en ai reçu 2, en fait, d'étudiantes sénatrices. Et la recommandation que vous avez devant vous aujourd'hui est modifiée par rapport à ce que j'avais soumis à la dernière rencontre du Sénat. Essentiellement, je propose d'ajouter un deuxième cycle électoral à l'automne pour qu'on y tienne les élections pour les étudiants du premier cycle après le début du cycle du semestre d'automne. Ensuite, j'ai reçu des commentaires au sujet de la faculté de droit et j'aimerais modifier le point numéro 2, la proposition de modification du règlement qui est énoncée au point numéro 2 dans la note qui vous a été soumise, et d'y ajouter, pour ce qui est de la faculté de droit, que le nouveau membre étudiant du Sénat sera désigné par les étudiants membres de chaque section de la faculté de droit. Il y a 2 sections à la faculté de droit, alors il faudrait prévoir expressément pour répondre à la préoccupation exprimée par Émilie Moniz. Donc, ce serait préférable de le prévoir ici. Et puis, troisièmement, Mme Quigley a bien souligné à la dernière rencontre du Sénat, et je reviens là-dessus au point numéro 3, d'étudier différentes options avec la faculté des études supérieures et aussi avec les différents représentants étudiants ici au Sénat sur les possibilités d'élection des étudiants qui vont siéger au Sénat. Il n'y en a que 2. Un étudiant qui représente les facultés scientifiques et un étudiant qui représente les humanités. J'ai pris le temps entre les 2 réunions du Sénat pour faire une recherche et puis je n'ai rien trouvé comme précédent qui touchait aux élections en cas de vacances. Alors, je pense qu'il est préférable de prendre un peu plus de temps et de consulter la faculté et de voir comment on pourrait tenir ces élections-là. Finalement, je crois par contre qu'on devrait procéder dès aujourd'hui à modifier les règlements en ce qui concerne les élections pour les étudiants de premier cycle, parce que nous avons 3 vacances, une à la Faculté des arts, d'éducation et de médecine. Donc, je propose que les modifications qui sont indiquées au point numéro 1 et numéro 2 de ma note procèdent tel qu'énoncé, pour qu'on puisse procéder à combler ces vacances-là. Et je reviendrai au Sénat à la prochaine réunion pour ce qui est des études supérieures. Est-ce qu'il y a des questions sur la proposition concernant les élections des sénateurs étudiants en cas de vacances? Is there any question about the proposal? Is it clear? Do you understand what it means, what is being proposed? Everybody has time to read the proposal. No, it's not coming from a committee, it's coming from you. So that would be better if there was someone to second. Je m'excuse, mais il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo, désolé. Je m'excuse. De rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour seconder la proposition? Oui. Coulombe, Serge Coulombe. Questions, commentaires? Ah, c'est bien. Quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition? Quels sont ceux qui s'opposent? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Les félicitations, vous avez fait l'unanimité dans la salle. C'est un chef-d'œuvre, c'est un record. Merci beaucoup. C'est excellent. Moi, je pense que c'est excellent, ça reprend les choses. Parfait. Maintenant, sur la problématique liée aux espaces courriels, on se souvient qu'il y avait une discussion sur la possibilité d'accès au courriel. Est-ce que c'est prêt? Ou... C'est Denis Cossette. Ah, et Denis n'est pas arrivé. Pas là, mais je peux peut-être le faire. C'est tout simplement une mise à jour. Tout simplement pour informer le Sénat qu'il y a des discussions entre le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage et les services informatiques. On se penche en ce moment sur 3 volets.
Le premier, ce qu'on pourrait appeler les échanges courriels réguliers. Le deuxième, les échanges courriels avec des pièces jointes de grand format et aussi des développements futurs. Donc, ces discussions sont en train d'avoir lieu et on espère pouvoir présenter un rapport au prochain Sénat de janvier. So, better chance next time. OK, merci. Donc, maintenant, nous serions en fin d'approbation à la Faculté des études supérieures. So, for approval, today's. Donc, la première proposition, 6A, c'est relié au programme, à l'option coop, dans le programme de maîtrise en informatique. Le programme de maîtrise en informatique est un programme conjoint avec l'Université Carleton. Nous avons introduit le programme coop dans la maîtrise, mais uniquement pour les étudiants qui ne faisaient pas de thèse, alors que Carleton l'avait pour les étudiants qui faisaient une thèse ou bien la version de la maîtrise qui n'avait pas de thèse. Et on veut maintenant étendre ça aux étudiants, aussi la possibilité d'offrir aux étudiants qui font une thèse. Les détails sont là, c'est vraiment une extension de ce qu'on avait fait il y a 2-3 ans, à peu près, je pense. Peut-être un petit peu plus que ça. Il y avait une demande au niveau des étudiants qui font une thèse en informatique. Étant donné la structure du programme, l'existence ou pas de cours dans différentes sessions, il va falloir que les étudiants commencent soit en mai ou en septembre. Les étudiants qui commenceront en janvier ne pourraient pas suivre le programme coop. Il n'y aurait pas de cours disponible au moment. Question? Any question about the proposal for the co-op program? No? Those in favor? Those opposed? Abstention? One abstention. Thank you very much. Le point B, Canon Law at Saint-Paul. Donc, c'est un point très, très simple. Là. Selon, c'est un peu de fermer les bouts des livres. Selon les règlements qui étaient en vigueur lorsque le Conseil ontarien des études supérieures existait, lorsqu'un programme n'a pas d'étudiants pendant 2 ans, on doit fermer le programme et le recréer à partir de zéro. Ce programme-là n'avait pas d'étudiants depuis belle lurette et on avait oublié de le fermer. Donc, on fait un peu de je ne sais pas quelle est l'expression rubber stamping en français, là, mais c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Officiellement, pour fermer un programme, il faut que le Sénat vote. C'est ce qu'on fait ici au nom de l'Université Saint-Paul. Question, commentaire sur la fermeture du programme qui je crois que ça n'a pas été offert depuis 1996 ou 1998. C'est ça. Il y a un autre programme qui a été créé à l'époque. C'est ça. Parce que le programme existe, mais dans une autre version. Is there any comments, questions? Non? Ceux en faveur? Ceux qui s'opposent? Ceux qui s'abstiennent? Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux fins d'approbation qui est une mise à jour sur l'examen scolaire. Est-ce qu'Éric est ici? Oui. Ah, c'est toi qui es là? Je vais la modification pour la classification des cours. Non, je suis juste... Attends, parce que oui, modification des cours. Ah, pardon, tu as raison. Mais je m'excuse. Yeah, number 7, change academic regulation and course code. Alors, c'est une demande qui vient de la GES. Il s'agit de mise à jour pour être conforme aux lignes directrices dans l'application du système WONG pour la codification des cours. Dans la demande, on a ajouté la faculté des études supérieures et on a aussi spécifié la valeur en crédit du 5e caractère. Et le reste, c'est pas mal semblable. Donc, pour ces spécifications et cette mise à jour, on demande l'approbation du Sénat. Questions, commentaires? Oui? Deux petits commentaires. À la page 25 de 110. Quelle page du document? C'est la page 2. OK, merci. Du document. En caractère foncé en bas, on parle des caractères 0 et 9, ne désigne en aucun cas des cours offerts en alternance, une fois en français, une fois en anglais. Dans la version anglaise, on dit once in French, the next in English. C'est pas exactement la même chose. Je pense qu'on voulait dire ici, c'est de temps en temps en français, de temps en temps en anglais. Ils n'alternent pas nécessairement parfaitement. Donc, je pense que on devrait dire de temps à autre en français, de temps à autre en anglais. Parfois en français, parfois en anglais. Parfois en anglais, parfois en français. Sometimes in English, in French. L'anglais est bon, c'est le français qui n'est pas bon, c'est ça.
Non, de Next en anglais, c'est pas non plus. C'est pas vraiment. Sometimes in French and sometimes in English. C'est ça. Et parfois. Occasionally. Or occasional. Je sais pas quel mot, là. On demandait à un anglophone de. Sometimes. Et puis, l'autre commentaire, c'est un commentaire général, ça peut être corrigé après le Sénat. Dans les deux versions, on alterne entre des mots qui sont un peu équivalents, mais il n'y a pas de systématique. Par exemple, on parle du nombre 1 et 3, puis un peu plus bas, on parle de chiffres. On parle de nombre puis de chiffres. En choisir un des deux. En anglais, on parle de digit et puis de number, c'est la même chose. On alterne entre deux mots. On utilise le même mot, je pense, un peu comme on utilise aussi caractère, mais là, c'est pas du tout la même signification. On va uniformiser le style. Autre question, commentaire? Oui, David. The phrase about the alternating is actually ambiguous because it allows either alternation from year to year or from week to week. And I think the point is to avoid from year to year. That's it, yeah. But we actually have some courses in biology, for example, that change from week to week. And I presume you don't want to exclude those from the 0 or 9 courses or codes. So on a yearly basis. On a yearly basis. Non, parce qu'il y a plusieurs cours qui se donnent une semaine en français, une semaine en... Ben, pas plusieurs, mais il y en a quelques-uns sur le campus qui sont des cours bilingues, mais pas le cours. Chaque cours est dans une langue uniquement pour éviter que ça domine une langue, mais il y en a un français et un anglais. Ça va? Merci. Bonne précision. Ça va maintenant avec les deux collections? Tout le monde a compris? Quels sont ceux qui sont en faveur? Quels sont ceux qui s'opposent? Quels sont ceux qui s'abstiennent? C'est unanime. Merci beaucoup. Donc, maintenant, le point 8 sur le calendrier universitaire. J'imagine que c'est Eric qui nous présente. Donc, l'année dernière, au Sénat, on avait approuvé le calendrier universitaire pour 2011-2012, mais on avait également approuvé une série de principes directeurs qui nous permettaient d'automatiser la création, si on veut, du calendrier universitaire. Le calendrier que vous avez devant vous avec cette information aujourd'hui a été créé en respectant les principes directeurs, donc il n'y a aucun changement ou de nouveauté. A été préparé en consultation avec les facultés, les études supérieures et plusieurs services comme le service coop, présenté naturellement à l'exécutif du Sénat avant d'être ici. Le seul changement que vous allez noter en regardant les 1001 dates à l'intérieur du calendrier, c'est que pour la session de printemps-été, on va commencer lundi, le 30 avril, plutôt que de commencer le 1er mai, tout simplement parce qu'on a plusieurs... Le premier lundi du mois de mai était le 7, et on a plusieurs lundis qui sont des jours fériés en cours de session. Alors, pour équilibrer le calendrier, on commence lundi, le 30 avril. On avait consulté plusieurs personnes pour ça, incluant le service des ressources humaines. Alors, les dates pour les différentes sessions. La session d'automne va commencer le 4 septembre, les cours le 5 septembre vont se poursuivre jusqu'au 5 décembre avec une journée d'études le 6 décembre et la période d'examen qui va se terminer le 20 décembre. À la session d'hiver, les cours vont redébuter le 7 janvier pour se terminer le 9 avril et la période d'examen qui va aller du 11 avril au 24 avril. Et encore une fois, les sessions d'été qui sont beaucoup plus complexes, on continue à suivre les principes directeurs pour pouvoir vous présenter les dates que vous avez devant vous aujourd'hui. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose de nouveau en termes de calendrier, mais au moins vous avez devant vous l'ensemble des dates pertinentes pour l'année 2012-2013. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui, David. Savez-vous si la fin de la session d'hiver est coordonnée avec les périodes des examens dans les autres universités ontariennes? Est-ce que tout le monde termine à peu près en même temps? À peu près, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes dates de début et les mêmes dates de fin de session. Mais habituellement, c'est une variation de quelques jours. Et on avait standardisé le calendrier l'année passée en fonction du nombre de jours d'études qu'on voulait avoir dans une session. Alors, ça s'aligne très bien avec ce qui se passe ailleurs, mais c'est pas toutes les universités qui ont exactement les mêmes dates dans toutes les sessions. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. Serait-il possible de savoir les périodes des examens des autres universités? Parce qu'il y a un consortium d'universités ontariennes qui offrent des cours sur le terrain. Et ils sont typiquement au début du mois de mai.
Mais on ne veut pas exclure des étudiants parce qu'il y a une université en quelque part qui a une période d'examen qui est différente de la nôtre. Alors, ce serait pratique de savoir comment ça se compare. Oui. S'il vous plaît. OK. L'an passé, le travail avait été fait, là, si vous vous souvenez, lorsqu'on a discuté des sessions sur la longueur des périodes d'examen. Ça allait, je pense, de 10 jours à 18 jours, tout dépendant. Donc, mais beaucoup étaient 8, 10, 12. Mais je pense qu'on n'a pas regardé la fin des examens. OK. Merci beaucoup. Merci pour l'information. Comme vous savez, bon, comme Éric a dit, dorénavant, à partir des principes qu'on a votés l'année passée, donc l'horaire est refait sur la base des principes. Et si on veut modifier les principes de l'horaire, nombre de jours, nombre de périodes d'études, etc., à ce moment-là, on va revenir au Sénat. Maintenant, nous serons au point 9, qui est l'accommodement et motion en academic amnesty. C'est Rosie qui a présenté la motion, la proposition au Sénat. Si vous voulez bien présenter la motion. Donc, cette motion nous est apportée principalement par la Fédération étudiante. On aimerait ça obtenir la journée du 1er février une amnestie. Donc, je vais juste lire la proposition, puis ensuite, je vais apporter quelques petits points aussi. Donc, whereas increasing numbers of students at the University of Ottawa must sacrifice valuable study time in order to work more hours to finance their education and stay out of debt. Whereas research shows that the one barrier to access post-secondary education is high tuition fees. Whereas in Canada, student debt is at an all-time high and public funding for post-secondary education is at an all-time low. Whereas the Student Federation of the University of Ottawa and the Graduate Student Association of the University of Ottawa are holding a rally on February 1st, 2012 for the National Day of Action on tuition fees, coordinated with other student unions across Canada for the purpose of demanding increased funding for post-secondary education. And whereas assignments and midterms will present a barrier to students who wish to participate in these events, be it resolved that academic amnesty be granted for all students on February 1st, 2012, meaning that no midterm exams shall be held, no assignment shall be due, and professors will not take attendance that day. J'aimerais de plus mentionner, au-delà de ce qui a été mentionné, de ce que je viens de dire, que ça a été fait en collaboration principalement sur notre campus avec l'Université Saint-Paul, l'Université Carleton et la Cité collégiale. Et que aussi les frais de scolarité augmentent 4 fois plus vite que les taux d'inflation. Donc, c'est toutes des choses que les étudiants sont de plus en plus conscients. Et je vous demande présentement votre appui dans cette motion-là. Ça ne veut pas dire que personnellement vous êtes d'accord avec ce qu'on va faire, vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec ce que les étudiants croient, mais c'est juste que vous êtes prêts à appuyer les étudiants qui veulent prendre votre pouvoir, ils sont prêts à aller et s'afficher contre ça parce que nous, on nous croit. Et je pense que c'est une très belle vision. L'Université d'Ottawa est de plus en plus dans les dernières années un pion dans non pas un pion, mais un pion majeur dans de belles initiatives qui sont au travers d'Ottawa, que ce soit avec les élections. L'Université d'Ottawa a été très bien présentée. On a d'ailleurs réussi à avoir une amnestie afin de pouvoir avoir notre vote. Donc, ça a été vraiment super et très, très apprécié. Mais là, on demande la même chose pour cette journée parce qu'on pense que vraiment, ça va augmenter le taux de participation. Puis que ça va, en plus d'être chercher plus de participation, ça va sensibiliser les étudiants. Les étudiants sensibilisés, ça fait une université forte. Une université forte, bien, ça mène loin. Donc, on vous demande votre avis sur ça. Merci, Mme Fournier. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour seconder la proposition? Il y avait Ross Hastings, donc le plan, c'est le premier qui a levé la main. Ross Hastings. Discussion, commentaire. Vous aviez la proposition, j'imagine, dans vos choses. Oui, Marie? Juste une question. Est-ce qu'on sait c'est quoi l'impact de cette décision? Est-ce qu'il y a un impact? Je pose la question. C'est-à-dire, il y a sûrement des travaux qui sont prévus
Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a sûrement qui sont prévus pour cette journée-là, certainement. Détendu, c'est bon. J'aimerais mentionner cependant que la première chose qui a été mentionnée lorsqu'on était venu avec la demande pour l'amnistie concernant la journée de vote, c'était qu'on s'était pris en retard. On s'était pris après la soumission des plans de cours. Tandis que cette fois-ci, on se prend en avance. On le sait, on y croit, puis on veut que ça marche. Donc, on se prend en avance. Rien n'a été signé encore. C'est encore temps de changer vos évaluations et tout. Puis, je pense que c'est une grande part de respect de notre commission. C'est un beau respect de notre part. Donc, je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Moi, j'ai juste une remarque, s'il y en a. Oui, M. Ike. First, I'd like to comment, Mr. Chair, that I'm glad you did not require Rosie to have a seconder before making her presentation. That's something that I protested before in the past when I was prevented from making a presentation about discrimination, flagrant discrimination that has taken place at the university, as well as an exchange program that was highly questionable. I was prevented from making the presentation based on the need for a seconder. Now, so I would like to speak strongly in favor of the academic amnesty motion that Rosie's brought forward. I think it's needed, and I hope that we can go forward with that. Thank you. I mean, if you don't have, is there normally we always have one caveat here, is that does not concern students who have a placement, being clinical in education or in co-op. Yes, because they are not on campus. They are not on campus. They have to do their placement. That's always part of that kind of proposal. So I suppose you will. I think we didn't add it last time with the vote proposal, but if it is needed, we will add it. I mean, it was there before, but I don't know. I think it is often took in consideration, even though it's not mentioned. So we didn't mention it just because. I know we're going to see whether there are any other comments. Could I propose this as an amendment, friendly amendment, possibly? Okay, if you don't mind, Madame Fournier. So we'll add these measures do not apply to students who have placements, clinical, education, co-op. And also there was another one in 2000. Laboratory assignment will only be deferred if students have made prior arrangement with their professors, supervisors, because you cannot move labs easily. Okay? If you agree with that modification proposed by Jacques, would it be someone to second that proposal? Donc, vous acceptez l'amendement? Ça va? Donc, pas besoin de voter sur l'amendement si on peut vous l'inclure dans votre proposition. Maintenant, d'autres commentaires, questions sur la proposition incluant l'amendement? No? Who is in favor? Okay, who is opposed? Abstention? 1, 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Could you announce the abstention? Could you announce the abstention? I said 5? 4 or 5? 4. Thank you. 1, 2, 4. Thank you very much. So it's done. It's quite a nice basket. Donc maintenant, nous sommes au point 10, qui est aux fins de consultation des règlements et procédures sur le harcèlement et la discrimination. Il va y avoir une brève présentation PowerPoint. Vous avez tous eu le document. You all had in your paper the document on prevention of discrimination and harassment, and the policy and the procedures. You had both. Obviously, we want to know what the Senate thinks about that. I mean, I'm sure that Mary will go over all the discussion that you have had over the last few months, but there's been quite a long and good process discussion with many people. So, and Caroline Wagner, I thought Caroline was here. Where is she? In the corner. Oh, you hiding? Yeah. And kind work. I must say that she worked very hard with Mary in consultation with association, unions, students, groups, and to make sure that we had something that could be a large consensus. So, Mary, you will make the presentation. Go Oui, on. merci François. C'est juste une brève sommaire
de prévention de harcèlement qu'on veut introduire. Peux-tu parler un peu plus fort, juste pour être certain que... Make sure that everybody will understand what you... Oui, s'il vous plaît. So, juste pour vous donner, on va faire une overview et background de ce qu'on a fait. Aussi, on va parler le rationnel pour les politiques et les procédures. On va juste vous donner une idée des étapes de consultation qui étaient faites et une sommaire des différents points de vue qui étaient là. Certainement, c'était compliqué avec les étudiants, les syndicats, l'administration. Et finalement, on va laisser un peu de temps pour les questions, si vous avez des questions. We used to have Policy 67, which existed on prevention of discrimination and harassment, and it was mostly focused, I believe, on sexual harassment. There were changes in the law that required us to enlarge that scope, so that in addition to sexual harassment, we introduced policy and regulations that covered not just sexual harassment, but psychological harassment, other forms of harassment, as well as discrimination. Okay, and so what we're doing here is we're complying with this new law, which is mandatory. It's not an option for the university. We have to put the law in place, and we've been working hard for the last year and a half to try and come up with a policy and a procedure that addresses the concerns of most of the groups, and it covers everyone. The law covers everyone on campus, professors, students, visiting contractors, you name it. So no one's opted out of the law. So we did receive comments from unions and student groups, and they were taken into consideration in the preparation of this draft. The idea, the rationale behind the policy, again, is to establish a fair and accessible and safe process for complaints, with the definition of an investigation process with clear steps. And so, as you saw, we have one policy, we have one set of procedures for students, and we have another set of procedures for employees. And the offices have been created. If you looked at the other document, the previous document that was also presented, the report from our Office for the Prevention of Harassment and Discrimination, you'll see that there was an office set up for students where students could depose their complaints, and one for employees and staff and faculty. And of course, the offices work together. So again, the one policy was developed with general principles. We've developed, there's a web page for the students, there's a web page for the staff. We've tried to develop, and we're in the process of continuing that, tools, videos, and e-learning techniques to sort of educate the general community about the harassment policy. And we do plan in the new year to try and launch a respect campaign, which Carolyn and I will be involved with, as well as a respect committee that will be in place. The consultation, there was extensive consultation. Si tu regardes, on a commencé le 15 juillet, jusqu'au avril 30, dans la première vague. We did a first round of campus consultation to try and adapt 67. So we had meetings, consultations avec des focus groups, avec les étudiants, avec les représentants des étudiants, avec quelques syndicats aussi. Et c'était long, mais certainement on a appris toutes sortes de choses. Après ça, ça va continuer le 15 juin 2011 jusqu'au une autre ronde où nous avons affiché le nouveau texte qui était sur le site web au HR et avec SAS pour obtenir consultation. Unfortunately, the summer obviously was not an easy time the best time to post this information because a lot of students were gone and some staff certainly. So we extended that to try and get a better feedback. And so we went from le 30 août jusqu'au 4 octobre et encore just à la fin d'octobre. We had another group of we had 3 campus-wide plenary sessions with unions and student federations where we could discuss the concerns. And as you'll see in a moment, what made things complicated is that, of course, we have different groups. We have convention collective that are in place, and so the procedures and the policies that we need to apply for the law have to dovetail with some of the collective agreements that we have in place. So September 9th, 16th, and 21st were additional meetings, and so we're just outlining the consultation. Okay, and these are the interesting points. They sommaire des différents points de vue. Okay, as again, it was a consultation. Sometimes it became a negotiation, but there are some points that we could not agree on, and we're being transparent of what those points are. So, les sommaires différents des points de vue, la notion de rejeter les plaintes frivoles, du pouvoir de trancher des enquêtés, de la protection de confidentialité versus intérêt du public sont fondamentales pour l'université et doivent être maintenues. C'était notre position, pas nécessairement
Tout le monde n'était pas nécessairement d'accord avec cette décision. Les associations d'étudiants viennent dire que le droit de représenter les étudiants et désirent couvrir les écoles de pensée. Okay? So the idea of introducing academic thought et la langue as factors for discrimination dans l'application de la politique révisée, alors que d'autres politiques existent déjà sur ce sujet. We had trouble with defining academic school of thought. I'm not sure how we define that, and it's not in the human rights law, so we were cautious on that. And there was the issue of language, which we thought was adequately covered by the new policy on bilingualism, as well as other policies that are in the human rights, which deal with creed, race, color, etc. Certains groupes d'intérêt demandent une garantie d'un processus de consultation élargi, semblable lors de chaque révision annuelle de la politique et des procédures. The law requires us to revisit this law. In other words, it's not a static policy, it's a dynamic policy. And so once it's in place, the law requires us to revisit. But we plan to do that, and we plan to do it in a consultative way. However, we don't want to take another year and a half to revisit the law. And so we have to keep it so that we could do the consultation in a flexible way, and that we could revisit it and make changes as needed. We have more or less been using, the advantage we have in the sense is we've been more or less using or applying this law for the last year. That's what we've been using as a guideline for our office in the prevention of harassment. We've been following this more or less. So we fine-tuned it as best as we could. Alors, certaines limites sont imposées par les dispositions existantes de conventions collectives et qui ne peuvent être modifiées unilatéralement par l'université et sujettes à la négociation collective. And that was another obstacle in some cases in that we couldn't institute policies that were in contravention of certain collective agreements. Some of those collective agreements are being negotiated as we speak, and the idea being that we'll try to bring them in line with the new policies as much as possible. But that has to take place. La prochaine étape, cette discussion ici. Après ça, je pense qu'on va l'envoyer au comité exécutif de Board of Governors et, pour la provision. Et après ça, on veut lancer en janvier ou février, on va créer une nouvelle campagne de respect avec un comité qui sera créé entre représentants des étudiants, syndiqués et le côté d'administration pour lancer ce campagne et pour publier, offrir un peu de publicité pour ce sujet. So, merci beaucoup. Are there any questions? Any questions, comments? I think you've read the policy. I think it's a very clear policy and very well, and the procedures being quite improved upon what we had in the past. So, yes. Oui, j'ai une question au sujet de la médiation. C'est franchement une bonne idée d'adopter des mesures alternatives à la résolution de conflits, sauf que le processus de la médiation n'est pas clairement expliqué. Le choix du médiateur, par contre, le déroulement, puis je pense que ça serait important de l'expliquer pour éviter un débalancement entre une victime alléguée de discrimination ou d'harcèlement et la personne qui... Certainement, si tu regardes, je pense qu'on a révisé ce texte souvent, on fait des changements pour les médiations. On peut le faire n'importe quel temps dans le processus, même si informel ou formel. Et on n'a pas de définir le médiateur, mais normalement, ça peut être notre agent de prévention de harcèlement qui peut faire la médiation. Et si vous avez vu, on va découvrir en détail que the information revealed in mediation cannot be used against a student or a faculty member. So on a regardé ça très attentivement, je pense. Imaginez un cas où c'est un étudiant qui allègue une discrimination ou du harcèlement contre un professeur, un membre de l'administration. Si le médiateur est un membre lui-même de l'administration, d'un point de vue neutralité du médiateur, je trouve que ça... C'est expliqué, c'est l'agent qui fait la médiation, ou peut-être une personne externe. Ça ne dit pas que ce sera le professeur ou le doyen qui fait la médiation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est une personne de l'administration, l'université plutôt qu'un médiateur externe. Non, mais c'est pas indiqué comme ça. Ça inclut pas les parce que c'est juste pour être certain, c'est que vous identifiez l'agent qui s'occupe de la prévention du harcèlement comme étant quelqu'un d'administration, c'est ça que vous mettez en doute? Oui, parce que ce que j'identifie surtout, c'est le fait qu'on n'explique pas clairement et que ça peut soulever éventuellement un problème si c'est pas clairement établi. Quand on a des règles qui sont clairement établies et qu'on les suit, c'est plus facile et ça prévient des problèmes qui peuvent être appelés plus tard. Je sais qu'on a discuté ça souvent dans les discussions avec
plusieurs personnes, même avec CHR. Et c'était pas... Je pense qu'il était content avec ça. Le problème avec la médiation, je pense qu'il a demandé que ce sera laissé ouvert où on peut l'utiliser dans n'importe quelle place. Au début, à la fin, même dans la fin du processus. Ça, c'était la discussion, mais on n'a pas entendu... C'est la première fois que j'entends des discussions sur la définition de qui sera le médiateur. Juste une question de la neutralité du médiateur. L'agent de... c'est exactement ça. L'agent de prévention est payé par l'administration, certains, comme les employés, mais comme l'ombudsman, c'est une position qui est... Actuellement, c'est l'agent qui s'occupe des plaintes et qui reçoit et qui fait les médiations lorsqu'il y en a. C'est un problème. Je pense qu'on pourrait peut-être certainement garder comme question importante pour revoir dans les prochaines revues. Et il y a toujours le droit d'appel si un étudiant est... Il y a toujours le droit de refuser la médiation. Oui. Is there any other question or comments? So, all right. Great. Thank you very much, Marie. Okay. Donc, c'est bien. Maintenant, on va procéder. Je pense que félicitations à Marie et Caroline qui est dans son petit coin, là. Parce que la colonne est vraiment... pour le travail et la consultation qui a été menée. Puis merci beaucoup. I want to thank the students and the association and unions who have participated in the consultation. I think we have quite a good policy and good procedures, and hopefully it's going to help us to move forwards. Thank you very much to everybody involved here. Donc maintenant, nous en arrivons au point d'information, les points 11, 12 et suivants. Donc le rapport du bureau. Est-ce qu'Ashley est ici? Non, je peux le faire pour Ashley. S'il y a des questions sur le rapport. Donc vous avez eu, justement, ça va bien, vous avez le rapport de l'agent du bureau d'intervention en matière de discrimination et de harcèlement. Et ça vous donne un peu les données et ce qui a été fait. On voit qu'il y a énormément de plaintes qui sont solutionnées de façon informelle. Très peu procèdent au niveau formel. I think it's a very good report. It shows how important is her role and what she does at the university. So, donc, tu peux peut-être dire quelques mots? Certainement, le bureau a été créé l'année passée. Ça avait débuté en septembre 2010. Et je pense que certainement, il y a un travail à faire. Et on a travaillé prochainement avec l'Ombudsman aussi dans certains cas et aussi avec CHR dans certains cas. Mais tu peux regarder que the good news is that most of the cases were resolved on an informal basis. There are one or two that went to formal consultation. So, and you can see the nature of the causes, the nature of the complaints as well. So, as a first year, it certainly gave us some insight and some valuable information as to what we expect or what we can expect. And as we publicize the office more, I think it'll get busier, certainly. As more students find it and realize that it's there, I think. And again, the idea was that students could file there and maintain confidentiality, and that the staff members could file with HR or in the other place. And then we work closely together so that when there's issues between faculty and students, that there's a close discussion. But I think it has worked relatively well in the first year, and I think it just gave students an additional place to go to certainly voice their concerns. So I don't know if anyone has any questions about the data, but we did the tracking. As I said before, we had a sexual harassment officer, but now we've enlarged that to include discrimination as well as other kinds of harassment. Is there any questions, any comments on the reports? So we accept the reports. Thank you very much. Yes. Now, if you have any question about the decision of the Executive Committee of the Senate, the meetings of October 11 and October 31st. Any questions, comments? No? Fine. Now, Madame Fournier, nous sommes aux autres questions, le politique, le bilinguisme. Bien, ayant parlé de discrimination, je pense qu'il y a un très beau lien à faire. Aujourd'hui, on a le centre de bilinguisme qui va nous présenter une carte concernant la discrimination linguistique à l'université. May I ask you to be very brief? I think it's very sad that you did not let us know before, because we could have known what it was all about. So next time, make sure that you talk to the Vice President of Governance to know
So we'll give you five Absolutely. minutes. I'm going to thank you for your generosity. Tu peux faire ça pour 5 minutes. So really quickly, my name is Paige Gadet. I'm Vice President of Communications at the SFPUL. And I'll let my colleagues introduce themselves as well. Alors, moi, je m'appelle Charles Rose, je suis le coordonnateur du Centre de bilinguisme de la Fédération étudiante de l'Université. Moi, je m'appelle Marc-France Boyer et je suis responsable aux revendications linguistiques du Centre de bilinguisme. Donc, on va faire ça très rapidement en français et en anglais. Le 17 novembre dernier, on a quand même commémoré la journée de sensibilisation contre la discrimination linguistique, auquel le Centre de bilinguisme a eu des activités. Et entre autres, on a créé une déclaration auquel les étudiants et les étudiantes ont pu signer. Dans le fond, pour vous dire, chers membres du Sénat, chers sénateurs et chères sénatrices, que nous, les étudiants, on est quand même conscients qu'il y a de la discrimination linguistique sur notre campus. On est quand même conscient qu'il y a quand même de la discrimination linguistique qui arrive dans le côté académique et que c'est quand même systémique dans notre société ainsi qu'ici à l'Université d'Ottawa, comme toute autre université ou institution postsecondaire. Est-ce que vous voulez élaborer? C'est aussi important qu'on n'est pas ici pour pointer des doigts, qu'on n'est pas ici pour dire c'est la faute de l'administration, c'est la faute de la fédération, c'est la faute aux étudiants. Nous, on vous offre cette pancarte-là pour vous inviter à travailler avec nous pour mettre fin à la discrimination linguistique justement sur notre campus, vu qu'on a instauré des lois sur le campus à propos du bilinguisme, à propos justement des discriminations comme on a discuté aujourd'hui. C'est une invitation à travailler avec le Centre de bilinguisme et l'administration pour arrêter ça. Donc c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Si tu peux mettre la pancarte l'autre bord, parce que je pense que tu l'as vu de l'autre côté. On l'a tous vu de notre côté. Donc, est-ce qu'il y a... Maintenant, nous en serions au huis clos. I'd like to make a comment about the latest intervention, which is that, Mr. Chair, I'm glad again to see that invited student group can make a statement to the Senate without having any interference from the chair. For example, when I invited the Students for Palestinian Human Rights to speak last March 2011, on the motion to put a halt to the exchange program with Israel, the chairman, Mr. Rock, just unilaterally refused to let them speak. So it's great to see that we've overcome these administrative mechanisms to prevent student motions that don't appear to be to the favor of the chair. If I may add one thing, I mean, there were students and members of the Federation of Students of the University of Ottawa. So that was something very important. But anyway, that's fine. I'm not going to start a discussion. I'd like to respond to that. No, thank you. Students for Palestinian Human Rights are a group of students at the University of Ottawa. As far as I know, it's a registered club with the Student Federation of the University of Ottawa. And so I think the outcome is clear, that we have an improvement at Senate now. So, thanks. Donc maintenant, si vous permettez, nous allons passer à huis clos. So I will ask all the people who are not members of the Senate to leave the room. Thank you very much.